Bonjour, je vous propose un décryptage de l'envolée des prix de l'électricité en 2021 et 2022. Quelles en sont les raisons et quelles sont les conséquences et quelles peuvent être les perspectives de sortie? On va commencer par un état des lieux. La crise qui secoue l'énergie et en particulier l'électricité est une crise majeure avec des conséquences importantes. D'abord pour les ménages, une estimation a été faite à 400 € en moyenne de plus sur la facture annuelle, toute énergie confondue. C'est une préoccupation majeure des Français, 84% considèrent en tout cas cela, dans un contexte où la précarité énergétique était déjà importante avant la crise, de l'ordre de 12 millions de personnes qui sont touchées par cette précarité énergétique. Et évidemment, cette précarité est aggravée par la flambée des prix, avec des témoignages de plus en plus fréquents de personnes qui disent ne plus pouvoir se chauffer, en tout cas se chauffer correctement, pour des raisons financières. Pour les entreprises, l'impact est également très important, en particulier sur certains secteurs qu'on dit électro-intensifs, c'est-à-dire pour lesquels la part de l'électricité dans la facture est importante. On a également là des témoignages de factures qui ont été multipliées par 2, 3, 6, voire même 8, et qui ont conduit certaines entreprises à baisser, voire arrêter leur production ou à acheter en urgence des groupes électrogènes. Et ça représente des vraies menaces sur des secteurs entiers, comme par exemple la métallurgie, avec Agnès Pannier-Runacher qui disait que sans intervention du gouvernement, c'était 150 entreprises électro-intensives qui auraient pu fermer, c'est-à-dire que ça représentait environ 45 000 emplois directs. Cette flambée des prix de l'énergie a également eu un impact très important sur l'inflation, puisque les entreprises reportent ces coûts supplémentaires sur les prix, avec des propos très durs de certains industriels. Par exemple, Franck Roubanovitch, le président d'une des grandes associations de consommateurs électro-intensifs, qui disait: les entreprises sont dans un état de sidération devant l'apathie du gouvernement et les délires du marché. Ça a été reporté par Enerpress en décembre dernier. Ça a aussi des conséquences très importantes pour le budget de l'État et donc pour les contribuables, conséquences qui ont été évaluées récemment à 22 milliards d'euros pour 2022, sachant que ce chiffre évolue constamment. Et ces 22 milliards se décomposent en 10 milliards pour le gel des prix du gaz, 8 milliards pour le plafonnement des tarifs réglementés de l'électricité, et puis 4 milliards pour l'indemnité inflation qui se traduit par un chèque de 100 € pour les rémunérations les plus faibles, inférieures à 2 000 € par mois. La dernière chose inquiétante, c'est que on est dans des mesures d'urgence, mais il n'y a absolument aucune perspective pour les prochaines années, et on peut dire que la situation est hors de contrôle. Alors, quelles sont les causes de cette flambée des prix de l'énergie? On peut distinguer deux cas, le gaz et le pétrole, où là on peut trouver des causes externes puisque la France est dépendante presque exclusivement à une ressource spéculative qui est importée. Alors plusieurs causes ont été avancées à la flambée des prix du gaz, notamment l'augmentation de la demande, en particulier en Asie et plus particulièrement en Chine. Une augmentation des prix du CO2 qui a impliqué une substitution partielle des centrales à gaz, des centrales à charbon par des centrales à gaz moins polluantes, donc qui a accru la demande sur le gaz. Un certain nombre d'arrêts techniques liés au Covid, notamment en Norvège, et puis des causes climatiques, on va dire, avec un hiver particulièrement froid et long en Europe qui a vidé partiellement les stocks en début d'été. Donc on a été plus dépendant des achats à court terme. Mais évidemment, il y a aussi là-dedans une énorme part de spéculation. Et notamment, on peut se poser des questions sur le jeu de Gazprom, qui est un des gros énergéticiens gaziers russes, mais qui intervient en Europe, et qui a eu une politique de stock très bas en début d'été, probablement pour appuyer le développement du gazoduc Nord Stream 2. Pour l'électricité, en revanche, la situation est très différente puisqu'on a une très faible dépendance aux importations de gaz et plus généralement aux importations de matières premières de l'international.
Alors, le gaz représente en temps normal de l'ordre de 3% des coûts totaux du système électrique en France. Et ce chiffre a monté à 8% en 2021, mais donc reste quand même très faible. Le gaz intervient aussi dans la balance commerciale électrique, donc par nos échanges avec les pays interconnectés au réseau européen. Mais la balance commerciale est restée positive, donc ce n'est pas non plus ça qui peut expliquer la flambée des prix. Plus globalement, ces éléments expliquent que la facture électrique pour la France a très faiblement évolué en 2021. C'est-à-dire le coût du système production et réseau en France et les imports-exports d'électricité. Donc cette évolution a été de l'ordre de 4% en 2021 par rapport à 2020 et de 5% par rapport à 2019. Et pourtant, les prix du marché de l'électricité, eux, se sont littéralement envolés avec des prix spot. On va revenir sur la définition des prix spot et des prix à terme. Des prix spot donc, qui dépassent régulièrement les 600 € du mégawattheure à certaines heures, alors que les coûts, ou le prix normal, on va dire, de l'électricité est plutôt en dessous de 50 € du mégawattheure. Et l'Arenh, sur lequel on va aussi revenir, qui normalement est censé refléter une estimation du coût de production du nucléaire, est à 42 € du mégawattheure. Les prix de base, c'est-à-dire qui sont constitués d'une moyenne annuelle des prix, eux-mêmes ont dépassé à certains jours les 400 € par mégawattheure. Évidemment, ces prix de marché se répercutent sur les factures et la Commission de régulation de l'énergie, qui est en charge de déterminer le calcul du tarif réglementé de vente de l'électricité, sur lequel on va revenir, avait annoncé que ces tarifs réglementés de vente devaient augmenter de 44,5% hors taxe en février 2022, si l'État n'était pas intervenu. Donc pourquoi une telle flambée alors que les coûts n'augmentent presque pas? Où est passé l'argent? Les grands énergéticiens ont eu des résultats très bons en 2021. Les plus grands, on compte Engie et Total, qui sont les deux principaux concurrents derrière EDF pour l'électricité. Engie a vu les résultats nets en très forte hausse, des perspectives positives pour les années à venir, un taux de distribution des dividendes extrêmement généreux de 66%, et l'une de ses filiales, la CNR, qui gère les barrages sur le Rhône et sur laquelle on va revenir, a fait l'objet d'un rapport de la Cour des comptes qui dénonçait des rémunérations exceptionnelles des capitaux engagés. Total Energy, quant à lui, a battu le record des bénéfices de toute l'histoire des entreprises en France, avec 15 milliards d'euros pour 2021. Alors, en grande partie, évidemment, c'est sur l'activité pétrolière, mais la partie électrique a aussi connu de très bons résultats, même si c'est une activité émergente pour Total. Total Energy, lorsqu'il présente ses résultats, dit clairement que c'est lié directement au cours élevé du gaz. Et là encore, pour Total, le taux de distribution de dividendes est très généreux, puisque sur les 15 milliards, 7 milliards ont été distribués sous forme de dividendes aux actionnaires. EDF, qui est le premier électricien de loin en France, a vu aussi en 2021 ses résultats progresser très sensiblement, avec une augmentation du résultat net courant de plus de 20% par rapport à 2019, si on oublie 2020 qui est une année exceptionnelle à cause du Covid, et puis son EBITDA, donc avant amortissement, qui était en croissance de près de 8%. Mais en revanche, à la différence des deux autres grands énergéticiens français, les perspectives sont moins bonnes pour 2022, en tout cas plus incertaines, puisque d'une part, il y a des problèmes de disponibilité du parc nucléaire, et d'autre part, et peut-être surtout, l'entreprise qui est publique à 84% est mise à contribution par l'État pour participer au bouclier tarifaire, pour éviter l'envolée des prix pour le consommateur. Alors, ces mesures ont été estimées par l'entreprise à 8 milliards d'euros en 2021, puis réévaluées dernièrement en mars 2022 à 11 milliards. Le coût de l'indisponibilité du parc nucléaire a été évalué à 11 milliards par l'entreprise, puis réévalué à 16 milliards début 2022.
Et en contrepartie, la hausse des prix de l'électricité qui permet à l'énergéticien de vendre plus cher son électricité devrait lui rapporter 6 milliards d'euros avant prochaine réévaluation. Donc on voit un solde largement négatif pour l'entreprise pour les années à venir. Alors revenons sur les coûts. Donc on a dit que les coûts du système électrique français avaient très peu progressé, et là on voit leur évolution sur la dernière décennie. Donc on voit que ces coûts totaux tournent autour de 40 milliards d'euros par an. Alors on voit en violet les importations, en violet clair sur le bas, pardon, ce sont les exports, et en violet foncé en haut, ce sont les imports. Donc ce solde import-export est toujours positif pour la France. Il a été gonflé du fait de l'augmentation des prix en 2021, mais on voit qu'il reste positif puisque le violet clair est plus important que le violet foncé. En gris, nous avons les coûts fixes du système électrique, et on voit que ça représente l'essentiel des coûts. C'est de l'ordre de 85% des coûts du système qui sont fixes, c'est-à-dire qu'ils ne dépendent pas de la quantité vendue. Ces coûts se décomposent entre coûts fixes pour le réseau et coûts fixes pour la production. Alors pour le réseau, c'est évidemment pour la construction et l'entretien des lignes, et pour la production, ce sont des coûts de construction de centrales, des coûts financiers aussi pour financer la construction de ces centrales, et puis des coûts fixes d'exploitation. Et donc dans les autres couleurs, en haut, en jaune, rouge et orange, ce sont les 15% restants de coûts qui sont des coûts variables, donc qui dépendent de la quantité vendue. Et ce sont essentiellement des coûts de combustible. Alors en grande, pour la majorité, des coûts du combustible nucléaire, c'est-à-dire de l'uranium. En rouge, les coûts du combustible gaz, et puis en orange, les autres combustibles, notamment le fioul et le charbon, même si ça reste très faible en France. Et donc on voit que ces coûts en rouge, là si on se concentre sur le rouge, qui sont les coûts du combustible gaz, et qui sont ceux qui subissent l'envolée des prix sur les marchés mondiaux, on voit qu'ils représentent vraiment une petite part, donc comme je disais 3% en moyenne, et là ils sont passés à 8%. Donc les données qui ont servi à faire ce calcul sont disponibles à l'adresse qui est mise dans le bas du slide, et ont été faites à partir de données publiques de différents organismes. Alors on a parlé des coûts, maintenant on va voir les prix de l'électricité. Il y a plusieurs sortes de prix. Il y a les prix de gros et les prix de détail. On va détailler ça. Donc les prix de marché de gros sont les prix auxquels l'électricité s'échange entre professionnels de l'électricité, c'est-à-dire entre producteurs, très gros clients et fournisseurs. Ils sont déterminés par des opérateurs de bourse. Ces opérateurs de bourse, qui sont des entités privées, sont pour la France principalement EPEX, mais également Nord Pool, donc les deux bourses sont en concurrence. Et on distingue dans ces prix de marché de gros plusieurs échéances de livraison, de l'infrajournalier à 3 ans. C'est-à-dire qu'on peut acheter de l'électricité qui sera livrée dans 1 heure, dans 3 heures, le lendemain, la semaine prochaine, dans 1 mois, et ça jusqu'à dans 3 ans. Ils font vraiment référence, c'est le prix spot qui est un prix pour un achat du jour pour le lendemain. Et ce prix peut varier heure par heure. On peut acheter des quantités différentes heure par heure. Ça varie selon les heures en fonction du coût marginal sur lequel on va revenir. Au-delà de la journée, quand on achète donc jusqu'à 3 ans, on appelle ça le prix à terme, avec un prix particulièrement important qui est ce qu'on appelle le year ahead, c'est-à-dire un achat pour l'année prochaine, et qui est énormément utilisé, notamment dans les tarifs pour les usagers. Ce prix de marché est égal normalement à l'espérance des prix spot sur l'ensemble des scénarios, c'est-à-dire la moyenne sur tout un tas de scénarios climatiques des prix spot. Donc comment on considère que le prix spot va évoluer dans 1 an ou dans 2 ans. Ces prix à terme ne peuvent pas être achetés heure par heure, donc ils sont achetés sur des postes horaires, essentiellement des postes qu'on appelle base,
avec une quantité constante toute l'année, ou pointe pour certaines heures particulièrement tendues. Donc les prix à terme dépendent de l'anticipation que font les acteurs qui interviennent sur les marchés de l'évolution des prix spot. Alors, certains acteurs peuvent voir par exemple une augmentation des prix spot à l'avenir. C'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé quand EDF a annoncé des indisponibilités sur le parc nucléaire, c'est-à-dire que les acteurs ont considéré que ces indisponibilités révélaient une difficulté qui allait se répéter, qui risquait de se répéter dans l'avenir, et donc qui pousserait les prix spot à la hausse. Et donc on a vu les prix à terme largement augmenter. En revanche, des épisodes climatiques de type manque de vent n'ont pas de raison de modifier le prix à terme, puisque ce n'est pas parce que le vent manque cette année qu'il va manquer à la même époque l'année prochaine. Donc voilà un extrait des différents types de prix à terme pour une journée de cotation de 9 mars 2022. Donc J, c'est ce qu'on appelle le marché infrajournalier, c'est une livraison pour la journée même. J+1, donc c'est le spot, le prix spot qui fait référence. Et puis on a des prix à terme donc pour S+1, donc une livraison la semaine prochaine, le mois prochain M+1, le trimestre suivant, le trimestre prochain ou celui d'après, et puis le Y+1, donc le year ahead, qui lui est vraiment une référence aussi, ou pour 2 ans plus tard. Et vous voyez que ces prix atteignent des sommets, hein. Ils sont autour de 400 € du mégawattheure, un peu moins pour des échéances plus longues comme le year ahead. Et ce sont quand même des prix extrêmement élevés. En parallèle de ces prix de marché, on a des prix de détail. Ce sont les prix facturés au consommateur final. On parle de marché de détail, ce n'est pas un véritable marché, puisque là, il n'y a pas d'opérateur de bourse, ce sont des contrats de gré à gré, des contrats déterminés et qui sont de deux types. On verra ça plus tard. Alors, les prix de détail facturés au consommateur se composent de 3 postes. Une partie qui rémunère les réseaux. Cette partie relève d'un tarif dit TURP, tarif d'utilisation du réseau public d'électricité, qui est réglementé. Il y a une deuxième partie qui correspond à la part énergie, donc qui doit rétribuer les coûts de production et de commercialisation. Et en fait, c'est cette seule partie qui est vraiment en concurrence. Et puis, il y a une partie taxe. Et pour un client particulier, ces 3 parties représentent à peu près un tiers chacune. Donc, il y a 2 grandes catégories d'offres, les tarifs réglementés de vente qui sont fixés, contrôlés en tout cas par la puissance publique, déterminés par la Commission de régulation de l'énergie et contrôlés par la puissance publique. Ils n'existent plus pour les entreprises, ils ne sont plus proposés qu'aux particuliers et aux toutes petites entreprises, mais pour les particuliers, ils représentent encore une part prépondérante pour 68%. Et à côté de ces tarifs réglementés de vente, il y a les offres de marché. Donc ce sont des offres proposées par tous les fournisseurs en concurrence et qui, eux, ne sont pas réglementés. Mais ce qu'on constate, c'est qu'on peut distinguer 2 grandes catégories. Les offres de marché qui sont à prix fixe, donc garanties sur une durée plus ou moins longue, et des tarifs qui sont indexés sur les prix de marché, plus ou moins à courte échéance. Ça peut être indexé sur les prix horaires de marché, les prix de gros horaires, ou journaliers, ou mensuels, etc. Alors, c'est ce qu'on appelle la tarification dynamique. Alors, ce graphe présente l'évolution du prix à terme, ce qu'on appelle year ahead, c'est-à-dire l'achat d'une quantité constante pour l'année suivante. Donc il n'y a aucune raison physique pour que ce prix varie. Or, ce qu'on voit sur le graphe, c'est qu'il a beaucoup varié dès le début. Alors évidemment, depuis 2021, il s'envole complètement, mais en fait, dès 2002, il évolue il est parti de très bas et puis il a monté progressivement jusqu'en 2008, puis un effondrement lié à la crise financière et puis ensuite à la découverte des gaz de schiste pour ensuite remonter. Donc une grande instabilité qui ne s'explique pas par des raisons physiques. Et ensuite, dans les 2 tableaux du dessous, vous voyez ce prix pour différentes échéances de cotation. Donc, en J, la première colonne, c'est une cotation, ce qu'on appelle infrajournalière pour le jour même.
J+1, c'est pour le lendemain, donc c'est ce qu'on appelle le prix spot, puis S+1, donc la semaine suivante, le mois suivant, etc., jusqu'à Y+1, qui est le year ahead, qui est une référence, et puis pour l'année, pour 2 ans après. Les deux tableaux correspondent à la même chose, mais pour deux dates de cotation différentes. La première pour le 9 mars et la deuxième pour le 14 mars. Donc il n'y a pas non plus de raison que ça change beaucoup, et pourtant ça change de manière importante. Et donc on note que les cotations sont parfois très élevées, au-dessus de 400 € du mégawattheure pour des échéances courtes. Mais même pour l'année suivante, on est au-dessus de 200 € du mégawattheure le 9 mars. Et puis ce qu'on voit aussi en bleu plus clair, c'est que donc ça varie beaucoup d'un jour de cotation à un autre. Donc ça illustre vraiment les fortes instabilités. Ce graphe présente les prix spot, c'est-à-dire pour une cotation du jour pour le lendemain. Les prix spot varient heure par heure et on voit qu'ils sont extrêmement chahutés. Alors là, on a une graduation par journée, donc on a 30 journées, 31 journées au total. Et dans une même graduation, on voit que ça varie beaucoup. Alors ça varie en fonction du niveau de consommation, puisque aux périodes creuses de faible consommation, comme la nuit ou entre midi et 2 heures, les prix sont plus faibles, puisque il y a plus de moyens disponibles, et donc on n'a pas besoin d'avoir recours aux moyens très chers. En revanche, en fin de journée notamment, ou dans la matinée, ces prix sont plus élevés. On voit aussi des baisses le week-end, par exemple, puisque ce sont des périodes moins tendues. Mais on voit surtout que c'est extrêmement chahuté, puisque ça passe de presque 0 € du mégawattheure à certaines heures à plus de 90 € du mégawattheure à d'autres heures. Et cela, un mois normal de décembre, hein. J'ai pas pris un mois particulièrement chahuté. Là, ce graphe montre à nouveau le prix spot, donc le même prix que celui du graphe d'avant, mais à une date beaucoup plus récente, le 9 mars 2022, et avec un zoom sur une journée. Ce qu'on voit surtout, c'est que les niveaux de prix ne sont absolument pas les mêmes que ceux qu'on a vus au graphe précédent, puisque là, on dépasse les 550 € du mégawattheure. Alors, on a vu les coûts, on a vu les prix, et maintenant ce graphe compare les deux, avec en orange la valeur de marché, c'est-à-dire les quantités produites chaque heure multipliées par le prix spot à chaque heure, et en bleu, les coûts de production tels qu'ils ont été calculés, donc coûts fixes et coûts variables, comme on l'a vu précédemment. Ce qu'on voit, c'est qu'ils ne sont jamais égaux, et puis ils ne sont pas égaux en moyenne non plus, et même dans une moyenne annuelle, ils ont été, entre 2012 et 2020, en dessous des coûts de production, et ils sont passés complètement au-dessus de cette valeur de marché depuis 2021. Alors cet écart entre prix et coût crée des problèmes récurrents et a créé une succession de crises en fait dès le début de la mise en place des marchés, même si la crise actuelle est certainement la plus aiguë. Je vais en citer quelques-unes. En 2006, il y avait déjà eu une première envolée des prix, et les entreprises qui étaient passées en offre de marché, donc avec des offres indexées sur les prix de marché, se sont retrouvées dans de grandes difficultés puisqu'elles n'avaient plus la possibilité de revenir aux tarifs réglementés. Et donc elles sont allées voir et faire pression auprès de l'État français, qui a remis temporairement un tarif réglementé, appelé TARTAM, tarif de retour, qui était autour de 20% plus cher que le tarif réglementé. Pourtant, presque toutes les entreprises sont revenues à ce tarif réglementé. Et donc il s'en est suivi une attaque de la part de l'Union européenne, avec derrière les fournisseurs concurrents qui considéraient que ce tarif de retour était une entrave à la concurrence et ne leur permettait pas de capter des clients. Une autre crise qu'on peut pointer, c'est celle de 2016-2018, qui a été moins visible, moins médiatisée, parce qu'elle ne concernait pas les consommateurs, puisque là, les prix se sont effondrés bien en dessous des coûts de production, et ça a été un vrai problème pour les producteurs. Ça a créé des difficultés financières un peu partout en Europe. En France, bien sûr, au premier chef EDF, qui a 80% de la production, et s'en est suivi une politique d'austérité importante qui, depuis, ne s'arrête pas, et qui crée notamment du sous-investissement et puis des baisses d'effectifs de l'ordre de 12% entre 2014 et 2020 à EDF. Et sur la recherche, qui devrait pourtant être en développement dans un contexte de transition énergétique, on est en fait à moins 18% depuis 2015. Et encore une fois, ça ne s'arrête pas.
Et puis, ces difficultés financières ont justifié le plan Hercule, donc un plan de démantèlement d'EDF, enfin, qui visait à séparer la partie production historique du reste et à généraliser le marché, les commerciaux d'EDF devenant des commerciaux comme n'importe quel autre. Ce plan avait été mis en stand-by, mais là il revient à nouveau avec des justifications telles qui sont revenues souvent, disant que le statu quo n'était pas tenable, que la situation ne pouvait pas rester comme ça. C'est notamment Barbara Pompili qui dit, mais aussi le président d'EDF, Jean-Bernard Lévy, et c'est effectivement vrai, sauf qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Et puis évidemment la crise de 2021 avec Bruno Le Maire qui considère que le marché unique européen de l'électricité ne marche pas et qu'il est aberrant, et la mise en place de mesures temporaires sur lesquelles on va revenir. Alors pourquoi ce prix de marché ne reflète-t-il pas les coûts de production? Alors le prix de marché est calé sur ce qu'on appelle le coût marginal, c'est-à-dire le coût de production d'un mégawattheure supplémentaire. Alors, produire un mégawattheure supplémentaire ne va rien changer aux coûts fixes qui de toute façon ont déjà été payés, donc la seule chose qui va varier, c'est le coût variable. Et comme en général, comme on appelle les centrales par ordre croissant de coût variable, on va d'abord appeler celles qui coûtent le moins cher en coût variable, c'est-à-dire les centrales renouvelables, eau, soleil ou hydraulique, puis les centrales nucléaires, puis les centrales thermiques. Et il va rester, donc les centrales les moins chères produiront déjà au maximum, et celles qui auront encore la faculté d'augmenter d'un mégawattheure, ce sont les centrales les plus chères en fonctionnement à chaque instant sur le réseau interconnecté. Et en général, ces centrales sont des centrales à gaz ou à charbon, et leur coût variable est essentiellement constitué du combustible. Et c'est donc pour ça que même si ces centrales ne représentent que quelques pourcents de la production totale, eh bien, c'est le gaz et le charbon qui font essentiellement le prix de marché de l'électricité. Alors, cette dépendance au gaz n'est pas liée, comme on l'entend parfois, à l'interconnexion au réseau européen. Certes, la France a moins de gaz dans son mix électrique que l'Europe, mais si la France était isolée et ne pouvait pas s'interconnecter, il lui faudrait de toute façon des moyens de pointe, c'est-à-dire des moyens capables de suivre très rapidement les variations de consommation, et ces moyens de pointe, ce seraient des moyens à gaz. Et puis, on entend également que la part du renouvelable, que si on avait plus de renouvelables, peut-être que ça améliorerait les choses ou que ça empirerait les choses selon les sources. En fait, ça n'y changerait rien non plus. Et il faut rappeler que on a entendu que le manque de vent en septembre en Europe était en partie responsable des hausses de prix. Il n'en est rien. D'ailleurs, on voit bien que depuis, ça continue à s'envoler alors qu'il n'y a plus spécialement de manque de vent. Et de toute façon, les prix à terme se sont également envolés. Et comme on l'a vu, le manque de vent une année n'a pas d'influence sur le vent de l'année prochaine. Alors pourquoi a-t-on pensé que ces prix de marché calés sur les coûts marginaux pourraient permettre de financer l'ensemble des coûts de production? C'est basé sur une théorie qu'on appelle une théorie de convergence des coûts marginaux qui a été développée par un président historique d'EDF, Marcel Boiteux, mais cette théorie a des conditions qui la rendent absolument inapplicable. Alors, elle postule qu'en moyenne, ces coûts marginaux devraient être égaux au coût complet du système électrique et donc permettre de couvrir à la fois les coûts fixes et les coûts variables. Par exemple, les centrales nucléaires, quand elles vendent, en général, elles vendent au coût marginal, donc au coût variable d'une centrale à gaz. Or, le coût variable du nucléaire est plus faible et avec cet écart qu'on appelle la rente inframarginale, ça lui permettrait de financer les coûts fixes du parc nucléaire. Bon, alors ça pose plusieurs problèmes. D'abord, on dit en moyenne, ça doit converger vers les coûts complets, mais en moyenne, ça ne suffit pas pour des investisseurs. S'il faut attendre une vingtaine d'années pour espérer rentrer dans ces frais, c'est un risque beaucoup trop élevé. De plus, c'est très fragile puisque toute la rémunération repose sur l'énergie vendue, alors qu'on a vu 80-85% des coûts sont fixes. Et donc il suffit qu'il y ait une petite baisse de vente pour que l'investisseur ne puisse pas amortir ses frais fixes. C'est particulièrement fragile pour les moyens de pointe qui, eux, ne peuvent
se rémunérer, en fait, rémunérer leurs frais fixes que pendant les 3 heures qu'on appelle les 3 heures en moyenne par an de défaillance, c'est-à-dire pour lesquelles la production est insuffisante par rapport à la consommation, et là, les prix flambent. Mais si on n'a pas ces 3 heures, et c'est une moyenne, une nouvelle fois sur un ensemble de scénarios, il n'y a aucune chance de couvrir les frais fixes. Et puis surtout, les hypothèses qui sous-tendent cette théorie ne sont pas respectées, et d'ailleurs ne l'ont jamais été. Par exemple, elles supposent qu'au moment d'investir, on a une connaissance parfaite de toute l'information sur toute la durée de vie des installations. Par exemple, il faudrait connaître l'évolution du prix du gaz sur les 30, 40, voire 60 ans pour le nucléaire de fonctionnement. Et évidemment, on voit bien que c'est complètement impossible. En plus, ça supposerait que le parc de production a été développé uniquement sur critères économiques, en regardant à chaque fois quelle est la centrale la moins chère en fonction des heures de fonctionnement. Et c'est pas comme ça que ça se passe, on le sait tous, le parc nucléaire a été développé pour des questions géopolitiques, le parc hydraulique a été développé au maximum des possibilités, etc. Le renouvelable, c'est pour des enjeux écologiques. Mais on pourrait citer bien d'autres hypothèses qui ne sont pas respectées. Et encore une fois, quel que soit le parc, ce n'est pas lié au fait qu'il y aurait trop de renouvelables ou trop de nucléaire ou pas. Et d'ailleurs, on voit bien que jamais les prix de marché n'ont correspondu au coût. Alors ce prix de marché, qui représente les prix de gros, donc pour des échanges entre fournisseurs et producteurs, se répercute aujourd'hui sur les tarifs aux usagers, et sur tous les tarifs aux usagers. Avant l'ouverture des marchés, ce n'était pas le cas. On avait une grille tarifaire avec des tarifs bleus pour les particuliers et les petits professionnels, et puis jaune et vert pour les entreprises, qui étaient fixés par des décrets et dont l'objectif était de recouvrir les coûts de production dans un souci d'équité afin que tout le monde paye à peu près pareil en fonction de son profil de production. Depuis l'ouverture des marchés, ces tarifs réglementés font l'objet régulier d'attaques, qui sont considérés comme une entrave à la concurrence, et ils disparaissent progressivement, et ce contre l'avis des usagers. Alors, tous les tarifs pour les entreprises, à part les toutes petites entreprises, ont disparu, et pourtant quand on lit les comptes rendus et les délibérations, les porte-paroles des grandes entreprises et des plus petites disent qu'elles préféraient conserver leurs tarifs réglementés. Et le tarif réglementé de vente, donc le tarif bleu, subsiste aujourd'hui pour les particuliers, mais il est inscrit qu'il est provisoire et qu'il va être appelé à disparaître. Et puis l'autre chose, c'est qu'il a changé de nature en 2015. C'était inscrit dans une loi qui date de 2010, la loi NOM. D'abord, il n'est plus établi par le gouvernement, mais par la Commission de régulation de l'énergie, puis validé par le gouvernement, mais surtout, les objectifs de ce tarif ont changé. Maintenant, ils poursuivent un objectif de contestabilité, c'est-à-dire la contestabilité telle qu'elle est inscrite dans les textes est la faculté pour un opérateur concurrent d'EDF, présent ou entrant sur le marché, de proposer sur ce marché des offres à prix égaux ou inférieurs aux tarifs réglementés. C'est-à-dire qu'il faut que les tarifs soient suffisamment élevés pour permettre aux fournisseurs, même le moins efficace, de proposer une offre moins chère. Et l'autorité de la concurrence a même émis un avis négatif en disant qu'on n'avait quand même jamais vu ça dans aucun autre secteur. C'était pas normal de demander à ce qu'il soit plus élevé que le moins efficace des fournisseurs. Alors pour permettre à ces fournisseurs de proposer une offre moins chère, la part énergie du tarif, donc qui représente un gros tiers de la facture, le reste étant le financement du réseau et puis les taxes, et bien cette part énergie doit refléter le mode d'approvisionnement d'un fournisseur qui n'a pas de moyens de production. Alors comment ce fournisseur achète son électricité? Alors d'abord, il achète une partie à un prix régulé pour le nucléaire qu'on appelle l'AREN, l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique, qui a été fixé donc, à 42 € par mégawattheure maximum. Alors, voilà. Et puis le complément, eh bien, il va l'acheter sur les marchés de gros. Et donc, on retient le marché year ahead, donc achat pour l'année prochaine, lissé sur 2 ans de cotation.
Et c'était historiquement 2 tiers pour l'Arenh et 1 tiers pour les prix de gros. Mais depuis 2019, les tarifs le nucléaire mis à disposition des fournisseurs à l'Arenh est plafonné depuis le début à 100 TWh. Et aujourd'hui, les fournisseurs demandent plus que 100 TWh, surtout les années où les prix de marché sont plus hauts. Et donc, ils sont soumis à un écrêtement. Par exemple, cette année, ils ont demandé 160 TWh et ils n'ont obtenu que 100. Et donc, il y a eu un écrêtement. Et cet écrêtement, on considère que les fournisseurs l'apprennent au guichet de novembre. Et on considère qu'ils n'étaient pas capables de l'anticiper. Donc, ils vont l'acheter intégralement sur le marché de gros en décembre. Alors ça représente aujourd'hui, en 2021, ça représentait 26% du prix de la part énergie du tarif. Or, en décembre, les cotations, enfin les prix se sont complètement envolés. Et sur les 3 premières semaines de décembre, qui servent de référence, ils étaient en moyenne à 257 € du mégawattheure. Et cela explique en grande partie pourquoi les tarifs réglementés de vente auraient dû augmenter de 44,5% hors taxe si l'État n'était pas intervenu. Et donc on se retrouve avec un tarif réglementé indexé partiellement sur le cours du gaz. Donc les clients n'ont plus le choix d'échapper à ces prix de marché. Le bilan, c'est que les prix pour les particuliers de l'électricité, depuis l'ouverture des marchés en 2007 pour les particuliers, n'a cessé de croître, de pratiquement 50% hors inflation entre 2007 et 2020, donc avant la flambée de 2021, et bon, là c'est parti pour augmenter encore beaucoup plus que ça. Et ce, alors que les coûts de production n'augmentaient absolument pas dans ces proportions. Alors comment en est-on arrivé à un système aussi aberrant? Eh bien, c'est une directive européenne de 1996 qui a imposé à ce que le secteur électrique et gazier de tous les pays d'Europe soit ouvert à la concurrence, comme il l'a fait avec d'autres secteurs, notamment le rail ou les télécoms. Avant l'ouverture des marchés, EDF, entreprise publique, détenait le quasi-monopole sur la production, enfin sur tout le système électrique, avec 2 activités principales, la production et la gestion des réseaux. On peut distinguer le réseau de transport, c'est-à-dire les lignes à haute tension, et le réseau de distribution, les lignes à moyenne et basse tension. Et puis EDF effectuait également la commercialisation, qui représentait une toute petite partie de l'activité, qui consistait à appliquer à l'ensemble des usagers une grille tarifaire unique, avec un tarif vert et jaune pour les entreprises et bleu pour les particuliers, qui représentait le coût complet du système. Alors, l'ensemble des coûts du système était ventilé comme suit, 67% pour la production, 29% pour les réseaux et 4% pour la partie commercialisation. C'est à peu près toujours ça aujourd'hui. Alors, comme il a fallu ouvrir à la concurrence, les réseaux qui, eux, restaient en monopole ont été séparés du reste de l'activité d'EDF et ont été filialisés. Les filiales s'appellent aujourd'hui RTE pour le réseau de transport et Enedis pour les réseaux de distribution. Ce sont des filiales d'EDF à 50% pour RTE, le reste étant des investisseurs publics, et puis à 100% pour Enedis. Mais elles ont une véritable indépendance par rapport à la maison mère EDF. Et puis la production et la commercialisation, elles, sont passées dans le domaine concurrentiel. Et donc EDF a changé de statut et est devenue une société anonyme, donc de droit privé, alors que c'était préalablement une entreprise publique avec interdiction de distribuer des bénéfices. Donc, est apparue une concurrence sur la fourniture avec la création de fournisseurs, comme par exemple Total Direct Energy. Alors à l'époque, c'était Poweo et Direct Energy. Et puis Engie, et puis aujourd'hui ils sont 80, alors ça va de grands énergéticiens français ou étrangers à de petites startups comme Équateur, ou aussi des activités d'entreprise qui n'ont rien à voir avec l'énergie comme Carrefour ou Cdiscount. En parallèle, les tarifs réglementés de vente
se sont vus associer d'autres offres de marché. Donc les clients ont commencé à avoir le choix, on va dire, entre des offres de marché et des tarifs réglementés. Il a fallu mettre en place un marché avec des bourses de l'électricité pour permettre à ces fournisseurs de s'approvisionner auprès des producteurs, avec donc des prix très variables et une activité de trading qui a pu se greffer sur ce marché. Côté production, on a fait également de la place aux acteurs privés. D'abord en cédant une partie de la production historique d'EDF à des acteurs privés, et ça a été essentiellement le cas sur l'hydraulique, avec un quart de la production hydraulique qui a été cédée à d'autres acteurs, principalement la CNR, la Compagnie nationale du Rhône, qui détient une grande partie des barrages sur le Rhône, qui sont parmi les plus lucratifs parce qu'il y a beaucoup d'eau assez régulier. Et puis la CHEM, qui est plutôt dans les Pyrénées. Certaines activités thermiques, certains groupes thermiques ont été aussi vendus aux concurrents, mais essentiellement, au fil du temps, les concurrents ont développé leurs propres moyens de production. D'abord des centrales à gaz, et maintenant essentiellement des centrales éoliennes et solaires. Et puis, s'est mis en place ce dispositif d'Arenh pour favoriser l'accès des fournisseurs à l'électricité historique nucléaire à un prix plus stable et plus faible que les marchés. Donc la partie qui est véritablement en concurrence, c'est la partie de fourniture qui représente donc 4% des coûts, avec des fournisseurs qui font de l'achat-vente essentiellement. Et sur la partie production, on ne peut pas vraiment parler de concurrence, puisqu'une fois que les centrales sont construites, comme c'est impossible finalement de les rémunérer au prix de marché, elles sont presque toutes rémunérées à des prix garantis par l'État, des tarifs d'achat notamment. Et donc, une fois construites, elles sont sûres de vendre tous leurs moyens de production à un prix qui a été fixé. Donc, ça se rapproche plutôt de la délégation de services publics de type autoroute ou distribution d'eau, avec les mêmes dérives potentielles, on va le voir. Alors cette construction assez invraisemblable sur le système électrique, avec toute une activité financière qui complexifie les choses de manière inutile, est liée au fait que le système électrique est un monopole naturel. Alors, cette caractéristique de monopole naturel est bien reconnue sur l'activité de réseau, et on l'a vu, personne n'a tenté de mettre en concurrence les lignes entre elles et d'en construire plus qu'il n'en faut pour ensuite activer certaines et pas d'autres. Et sur la production, c'est moins un consensus, et pourtant, ce sont les mêmes caractéristiques. On l'a vu, les centrales de production sont constituées de coûts essentiellement fixes et de très long terme. Elles ont un impact environnemental, et donc il est complètement illusoire, c'est une vue de l'esprit de penser qu'on en construira trop pour ensuite choisir la plus performante au moment de les faire fonctionner. Ça serait un gâchis économique et écologique qu'aucun pays ne se permet. Les centrales, comme le réseau, sont gérées par une planification fine, de manière à coordonner toutes ces centrales et toutes ces lignes pour une utilisation optimale et pour garantir la production à chaque instant, l'équilibre à chaque instant entre production et consommation au moindre coût. Donc finalement, il n'y a pas vraiment de concurrence sur les centrales. On a vu, c'est plutôt une délégation de services publics, et la concurrence s'est retrouvée confinée à une activité marginale qui est l'activité de fourniture, qui est donc une activité purement commerciale et financière, qui n'a aucun impact sur les flux physiques, puisque, je répète, un fournisseur ne produit pas, ne choisit pas son électricité, ne la transporte pas, ne la livre pas aux clients, ne la compte pas non plus, il met son logo sur la facture. Et Équateur, l'un des fournisseurs d'ailleurs, écrivait dans la presse: nous ne sommes pas plus énergéticiens qu'Amazon ni libraires. Donc c'est un joli aveu, pas complet cependant, parce que Amazon au moins livre ses clients, donc les fournisseurs sont une sorte d'Amazon qui ne livrerait pas ses clients. Et puis on rappelle que ça concerne la fourniture, enfin l'activité commerciale concerne 4% des coûts, et dans ces coûts, il y a en plus une partie qui est réglementée, qui donc n'est pas soumise à la concurrence, qui est les certificats d'économie d'énergie, sur lesquels je ne reviens pas. La multiplication de ces fournisseurs ne retient absolument aucune charge à l'opérateur historique, qui doit continuer à produire, à transporter, à compter, et puis à facturer, et puis à réaliser toute l'ingénierie pour faire l'équilibre entre consommation et production. Ça induit au contraire une complexité énorme, donc des coûts qui se retrouvent in fine sur la facture, et puis une fragilité du système.
Des surcoûts en marketing, en démarchage, une duplication de la facturation. Chacun des 80 fournisseurs doit avoir son propre système de facturation, doit avoir son propre service client, doit avoir sa propre ingénierie, par exemple, pour prévoir la consommation, doit avoir ses propres services juridiques. Évidemment, les échanges constants qu'il doit y avoir entre les différentes briques du système pour maintenir cet équilibre en temps réel bah, ont été contractualisés, donc les coûts de transaction énormes ont été induits. Donc des surcoûts pour rien. Et puis sur la production, un recours aux investissements privés. Alors, selon différentes techniques, en général c'est par appel d'offres, qui sont un type de délégation de service public avec à la clé une garantie de rémunération. Comme le système électrique est inadapté à la concurrence, on voit apparaître des contournements des règles de marché dans tous les sens. D'abord du côté de la fourniture, puisque les fournisseurs, donc, pour la plupart, ne produisent pas et vendent une électricité qui est la même pour tout le monde, donc c'est très difficile dans ces conditions de se différencier. Et donc ils doivent forcer la porte de plusieurs moyens, d'abord par un démarchage agressif et frauduleux. Alors c'est largement dénoncé et condamné à la fois par le médiateur de l'énergie et par les associations de consommateurs, en particulier la CLCV, qui est une des grosses associations de consommateurs, qui a écrit un plaidoyer pour le retour au monopole du système électrique et qui écrit que la principale innovation des fournisseurs est le recours massif à la pratique commerciale agressive et trompeuse. Bon, il donne plein d'exemples, il parle de témoignages absolument choquants. Et puis, par ailleurs, il y a des condamnations par la justice régulières. Alors, Engie, en la matière, est champion. Il a été condamné assez lourdement, dernièrement pour démarchage agressif, usurpation de marque, tromperie, fraude à la signature, donc des chefs d'accusation relativement graves. Ils ont dû payer 1 million d'euros de dommages et intérêts à EDF en 2018 pour usurpation de marque, et puis à nouveau 900 000 euros d'amende en 2019 pour démarchage abusif. Engie est loin d'être le seul à avoir ces pratiques, et en fait plus ou moins tout le monde les a, en particulier les grands comme Total Energy, et même EDF, même s'il fait un peu moins que les autres, n'est pas exempt de critiques là-dessus. L'autre levier qui permet aux fournisseurs de forcer la porte et qui est un contournement des règles de marché est l'accès au nucléaire historique à un prix préférentiel, donc le mécanisme de l'Arenh. Donc ils ont accès à un quart de la production nucléaire, enfin plus exactement à 100 TWh qui correspondait à un quart de la production nucléaire au moment de la mise en place, et maintenant plutôt à un tiers de la production, à un prix qui est soit le prix de marché s'ils ont envie d'aller sur le marché, soit un prix garanti de 42 € du mégawattheure, qui est donc en fait un prix plafond, et qui a été calé comme étant le coût de production du nucléaire historique. Alors ça a donné lieu à beaucoup de débats. Aujourd'hui, on entend que ce prix est largement sous-évalué. À l'époque, en 2011, la Commission de régulation de l'énergie l'avait évalué un petit peu en dessous, plutôt autour de 36 à 39 € du mégawattheure, incluant les travaux post-Fukushima et puis le PR de Flamanville et une rémunération du capital. On peut discuter sur le coût. Le plus gros problème, c'est que c'est un prix plafond, et quand les prix de marché sont très bas, comme ça a été à une époque, eh bien, les fournisseurs peuvent acheter leur électricité beaucoup plus bas que les coûts de production, en dessous de 30 € par exemple en 2007. Alors évidemment, ce mécanisme est complètement indéfendable, puisqu'on impose aux producteurs d'électricité principal EDF de vendre à ses concurrents en dessous du coût de production. Mais il faut quand même bien voir que les difficultés ont commencé bien avant l'Arenh et en fait dès la mise en place des marchés. Et le troisième levier qu'ont utilisé les fournisseurs pour se faire une place, et qui est lui aussi un contournement des règles de marché, c'est l'obtention de la suppression des tarifs réglementés de vente pour tous les clients entreprises, à part les toutes petites entreprises. Pour les clients résidentiels, il subsiste encore, mais il est appelé à disparaître, c'est écrit dans les textes, et puis surtout, il a été dénaturé dans son mode de calcul, on en a parlé. Et alors maintenant, côté production, là aussi, il y a des entorses constantes aux règles de concurrence libre et non faussée, puisque les producteurs, en théorie, devraient être rémunérés par les prix de marché.
Or, c'est impossible, vu la volatilité des prix, et jamais aucune filière de production n'a été rémunérée par les prix de marché. Parfois, on entend que c'est un phénomène nouveau, mais ça n'a jamais été le cas. Le nucléaire et le parc hydroélectrique ont été développés avant les marchés. Maintenant, on entend que s'il fallait faire de nouveaux travaux, de nouveaux investissements dans l'hydraulique, ça serait impossible avec les prix de marché. Pareil pour le nucléaire. Et puis, il y a eu une petite parenthèse sur les cycles combinés gaz qui ont été développés en étant prévus d'être rémunérés par les prix de marché, mais ça a vite capoté, parce que les prix de marché à cette époque-là étaient hauts, puis ils ont baissé, donc il y a eu beaucoup de mise sous cocon, et puis il y a eu une intervention du régulateur, notamment avec la mise en place de marchés comme les marchés de capacité. Donc finalement, toutes les filières, y compris maintenant les nouvelles filières renouvelables que sont l'éolien et le solaire, se développent avec des prix qui sont finalement garantis pour l'investisseur sur toute la durée de vie, enfin sur toute la durée d'amortissement du parc. Alors ces prix, ce sont soit des tarifs d'achat pour les petites installations aujourd'hui, c'était le cas au début, c'est-à-dire qui étaient fixés par la puissance publique, ont été fixés trop cher, donc du coup on a trop payé le renouvelable. Maintenant, c'est fixé par appel d'offres, c'est ce qu'on appelle des compléments de rémunération. On entend aussi parler de contrats pour différence. En fait, ça revient toujours un peu au même, c'est-à-dire qu'il y a un prix cible, et puis on demande aux producteurs de vendre sur les marchés pour justifier en fait quelque part le marché, mais il y a une sorte de fonds de compensation qui est géré par la puissance publique, qui fait que quand les prix de marché sont supérieurs au prix cible, le producteur revend la différence, et quand ils sont inférieurs, au contraire, c'est l'État qui complète. Alors, j'ai un petit doute en fait sur les compléments de rémunération pour les nouvelles centrales solaires et éoliennes, parce que je ne suis pas sûre qu'ils ont prévu le cas où les prix de marché pouvaient être supérieurs au coût de production. Donc, est-ce que maintenant que les prix sont très hauts, les producteurs renouvelables reversent la différence entre coût de production et prix de marché dans les caisses de l'État? Ça serait à vérifier. Bon, dans tous les cas, donc c'est un mécanisme qui est bien loin de la concurrence libre et non faussée, et qui rappelle encore une fois les délégations de services publics comme les autoroutes. Alors maintenant, quel est l'impact de cette délégation de services publics, cette concurrence sur la fourniture? C'est un impact financier énorme, majeur, mais pas que. On va revenir sur cet aspect financier. Et si on devait résumer, quand on entend qu'il faut se préparer à une transition écologique qui va nous coûter très cher, et quand on regarde les chiffres, en fait, ce n'est pas la transition écologique qui va coûter cher, c'est bien le marché, avec notamment un facteur essentiel qui fait flamber les prix, c'est l'impact majeur du coût du capital. Alors, ce qu'on appelle coût du capital, c'est soit les taux d'intérêt bancaire quand on finance par emprunt bancaire, soit le taux de rémunération des actionnaires quand on finance par les fonds propres des entreprises. Il faut revenir sur l'impact de ce coût du capital sur les coûts complets de production. Alors, ce graphique est issu d'une consultation publique de RTE pour ces scénarios 2050. Donc, c'est un document public. Et on voit différents histogrammes par filière. Alors, dans l'ordre, on a d'abord le nouveau nucléaire, puis l'éolien terrestre, puis l'éolien offshore, puis le PV au sol, puis le PV résidentiel. Et pour chacune de ces filières, on a deux variantes. Une variante où la construction des centrales serait faite à un taux de rémunération du capital, donc un coût financier de 2%, ou un taux de rémunération du capital de 9%. Donc je rappelle, taux de rémunération du capital, c'est un mélange du taux d'emprunt bancaire et de la rémunération des actionnaires. Alors, sur chacune des barres, si on se concentre sur le nouveau nucléaire, donc les deux barres de gauche, on voit le coût, donc la hauteur de l'histogramme correspond au coût total de production en euros par mégawattheure. Donc, et il est découpé en trois sous-catégories. En bleu assuré, ce sont les coûts financiers, donc ce qu'on va payer à la banque ou aux actionnaires pour les rémunérer de leurs investissements. En bleu, ce sont les
coûts d'investissement eux-mêmes, donc combien ça coûte réellement de construire les centrales en main-d'œuvre, en matières premières, etc. Et puis en gris, ce sont les autres coûts, donc essentiellement les charges d'exploitation fixes ou variables, par exemple les coûts du combustible se retrouvent là-dedans. Et donc on voit qu'à 2%, si on se finance à 2%, le coût total de production d'un mégawattheure du nouveau nucléaire sera autour de 50 € du mégawattheure. Si on se finance à 9%, ce coût passe pratiquement à 100 € du mégawattheure. Donc c'est vraiment un facteur essentiel. Et quand on est à 9%, on voit que la part de frais financiers représente en fait l'essentiel des coûts. C'est-à-dire que quand on achète 100 € du mégawattheure, 100 € un mégawattheure produit avec le nouveau nucléaire construit au taux de financement de 9%, plus la moitié de ce qu'on paye va au financement des apporteurs de capitaux. Alors, je ne vais pas détailler sur les autres, mais on voit que ce critère est essentiel dans tous les cas. Là, on reprend la même idée d'évaluation du coût du capital, mais sans détailler par filière. Là, on regarde l'ensemble du coût, de l'impact sur le système énergétique à horizon 2050. Donc, c'est toujours dans le cadre des futurs énergétiques, des scénarios énergétiques 2050 faits par RTE. J'ai mis les références. Alors, à gauche, on a retenu deux scénarios, les scénarios de référence, les principaux. Un scénario de référence 100% renouvelable, que RTE a appelé M23, et à droite, le scénario de référence nucléaire, que RTE a appelé N2. Donc, RTE, sur chacun des scénarios, a fait 3 variantes selon les coûts de rémunération du capital. 1%, une rémunération du capital à 1% en bleu, à 4% en orange et à 7% en gris. Et ce qu'on voit, c'est que quand on a une rémunération de 1%, donc pour le graphe de gauche, le scénario 100% renouvelable, ça va coûter en milliards d'euros par an, le système électrique va coûter 55 milliards d'euros par an. Si le taux de rémunération des apporteurs de capitaux passe à 4%, là, ça sera 71 milliards d'euros par an, soit une hausse de 29% par rapport à un financement à 1%. Et si on passe à un financement de 7%, ce qui est assez courant pour du financement privé, alors on a une augmentation de 64%, et ça revient à 90 milliards d'euros par an. Donc c'est vraiment un enjeu complètement majeur, sachant que 1%, l'État peut absolument se financer à ce taux-là, et 7%, c'est pas des taux délirants pour du recours à l'investissement privé. Et 4%, c'est ce qui a été considéré comme référence, et c'est un minimum pour une rémunération privée. Et puis à droite, c'est la même chose pour le scénario nucléaire, on voit les mêmes évolutions, sauf que c'est encore plus important, puisque le nucléaire, ce sont des constructions à plus long terme, donc le taux de financement rentre encore plus en jeu. On peut prendre un dernier exemple, c'est l'exemple d'une gestion semi-privée, donc la Compagnie nationale du Rhône. Donc la Cour des comptes vient de sortir un rapport juste après que le contrat d'exploitation de ces centrales de concession donc, a été reconduit pour 18 ans, c'est quand même assez dommage. Et la Cour des comptes dit que la rémunération moyenne des capitaux engagés est de 24% par an. Et les dividendes versés constituent une rémunération moyenne de 16%. Et là, on est sur une moyenne de 2003-2020, donc avant la flambée des prix, à l'époque où les prix, parce que donc la Compagnie nationale du Rhône vend au prix de marché, à l'époque où les prix de marché étaient en dessous de 50 € du mégawattheure, donc on peut imaginer combien ils se sont fait d'argent en 2021 avec des prix qui flambent au-dessus de 200 € du mégawattheure. Et pourtant, malgré ça, la Cour des comptes dénonce des sous-investissements. Elle dit dans le même temps, le montant des programmes d'investissement et leur taux d'exécution se sont dégradés. Et elle ajoute un solde conservé par la société concessionnaire et ses actionnaires, de sorte que l'efficacité des barrages du Rhône ne bénéficie plus aux consommateurs à travers des tarifs reflétant les coûts de production. Donc elle dénonce clairement un détournement de l'intérêt général. Et pourtant, encore une fois, cette concession de la CNR a été reconduite pour 18 ans. La hausse des prix de l'énergie n'est pas une conséquence de la transition énergétique aujourd'hui, et cette transition énergétique n'entraînera pas non plus de hausse des coûts énorme, quoi qu'on entende souvent, d'ici 2050.
RTE estime à moins de 35% d'augmentation les coûts du système électrique d'ici 2050. Ça dépend du scénario, donc vous voyez là, et ça dépend évidemment du taux d'actualisation, donc du taux de rémunération du capital, comme on l'a vu. Donc ça augmenterait de 30% d'ici 2050 avec le scénario de référence 100% renouvelable, soit moins de 1% par an, et avec le scénario de référence nucléaire, c'est 15% en 30 ans. Donc c'est vraiment faible. Et encore, ça serait avec dans leur hypothèse moyenne de coût moyen pondéré du capital de 4%. Si en revanche on passe à des taux de rémunération du capital de 1% public, là on serait plutôt avec une stagnation, voire une baisse des coûts. Et ces écarts, les écarts entre scénarios sont plus faibles que les écarts induits par le coût du capital. Il a été beaucoup mis en avant au moment de la synthèse des scénarios RTE que le nucléaire était moins cher, que les scénarios avec nucléaire étaient moins chers que les scénarios avec renouvelables. Or, l'écart était de l'ordre de 15% et soumis à tout un tas d'hypothèses qui sont sujets à débat sur les coûts futurs du nucléaire, sur les coûts futurs du renouvelable notamment. Par contre, on l'a vu, les écarts entre scénarios, entre un même scénario avec un coût moyen du capital variant de 1 à 7%, là sont d'un tout autre ordre, puisque c'est 64% pour le scénario de référence renouvelable et 93% pour le scénario de référence avec nucléaire. Donc il y a vraiment, RTE aurait dû conclure que le paramètre essentiel du coût était le taux de rémunération du capital et donc l'organisation du système électrique et le recours ou non à un financement public et privé. Et finalement, il a mis en avant la différence mineure entre scénario avec et sans nucléaire. Alors, on a entendu autre chose aussi. À l'inverse, on a entendu la hausse des prix peut permettre de favoriser l'atteinte de la neutralité carbone plus rapidement, de forcer la transition énergétique, et donc ça serait un mal pour un bien. Alors d'abord, évidemment, c'est inacceptable socialement, la précarité énergétique est déjà développée et beaucoup de personnes souffrent du manque de chauffage. Et puis, de toute façon, c'est faux parce que les grands leviers de décarbonation nécessitent des investissements à long terme, que ce soit pour décarboner l'industrie. La décarbonation de l'industrie passe beaucoup par l'électrification de certains usages, et donc ça demande des investissements de long terme. Pour isoler les bâtiments, c'est pareil, il faut investir sur le long terme. Des investissements qui sont toujours rentables si on se place sur 20 ans, mais en revanche, il faut sortir l'argent. Et puis, des changements de mode de transport, des changements d'habitat, des changements d'urbanisme, etc., qui là, évidemment, engagent sur le long terme. Il suffit d'écouter ce que dit Franck Rubanovic, donc le président d'une des grandes associations de consommateurs d'électricité et de gaz, la CLE. Il dit que pour électrifier les usages, une fois de plus, il faut des prix d'électricité stables. C'est même plus important que d'avoir des prix bas. Donc ce n'est sûrement pas avec des prix de marché qui poussent à la hausse, mais de manière complètement erratique, les prix, qu'on va arriver à décarboner et à atteindre la neutralité carbone. Et puis, je souhaiterais revenir sur une estimation qui est faite par l'association Carbone 4, qui évalue le poids des décisions individuelles dans les objectifs de décarbonation. Et il conclut dans une étude que même avec un comportement héroïque de toute la population qui activerait tous les leviers possibles de décarbonation, ça induirait une baisse de l'empreinte carbone de la France de 25% par rapport à l'atteinte complète des objectifs de neutralité carbone en 2050. Et ils disent, comme c'est illusoire de penser que tout le monde serait héroïque, ce qu'on peut attendre de mieux avec tous les leviers, toutes les bonnes politiques publiques, c'est plutôt de l'ordre de 5 à 10% de l'empreinte carbone, de baisse de l'empreinte carbone induite par des comportements individuels. Donc, ce qui veut dire que, évidemment, il ne s'agit pas de négliger l'action individuelle, mais la décarbonation est avant tout un enjeu collectif impliquant une volonté politique, de la planification, des investissements de long terme, et c'est largement entravé par les marchés. Alors sur un autre plan, la conséquence de ces hausses de prix de combustible, c'est que les centrales à gaz deviennent plus chères que les centrales à charbon. Or, elles sont moins polluantes que les centrales à charbon.
Et ça, c'est un vrai problème puisque aujourd'hui, le charbon prend de plus en plus de place. Et on voyait qu'avant, sur la période 2011-2019, l'arrivée, le développement des énergies renouvelables remplaçait essentiellement le charbon. Aujourd'hui, ça remplace plutôt le gaz et moins le charbon. Et donc la reprise du recours au charbon génère des émissions de gaz à effet de serre qui sont irrattrapables. Alors maintenant, quelles sont les perspectives? Alors, on pourrait penser que la crise paroxystique dans laquelle on est conduit à enfin faire admettre à nos décideurs que le marché est un échec et ne peut fonctionner, et pourtant on a, de la part de certains, une attitude de complet déni. Certains continuent à dire les marchés fonctionnent très bien, la crise est conjoncturelle, et c'est notamment le cas des représentants à la Commission européenne, comme Thierry Breton, commissaire au marché intérieur, pardon, à la Commission européenne, qui sur France Inter le 8 octobre dernier disait bon, il y a une difficulté liée au prix du gaz élevé, mais il faut tenir 6 mois, et dans 6 mois ça redescendra et tout ira mieux. On voit ce qu'il en est aujourd'hui. On peut citer également une économiste de l'énergie, Anna Créti, à Dauphine, mais qui représente tout un courant de l'économie, qui écrivait une tribune dans Le Monde le 15 octobre dernier, pardon, c'est 2021, pas 2015. Il est fallacieux de reprocher au marché la hausse actuelle des prix de l'électricité, c'était le titre de sa tribune. Et il disait il est normal que les prix augmentent, il n'y a aucune défaillance du marché, au contraire, le marché est efficace car il révèle les fondamentaux de l'offre et de la demande. Donc on a vu comment les fondamentaux de coût étaient révélés, plutôt pas révélés par les prix de marché. Et puis un autre économiste, Olivier Léautier, qui était chef économiste d'EDF jusqu'à février dernier pour passer à Total ensuite, déclarait en 2016, mais bon, il a tenu cette ligne, hein, c'est donc sans grandes illusions que nous appelons une nouvelle fois de nos vœux une vraie libéralisation des marchés de détail de l'énergie, ce qui passe par la disparition des tarifs réglementés de vente. Donc Thomas Olivier Léautier, qui est censé orienter un peu les décisions économiques d'EDF, prônait le développement de tarifs de tarification dynamique, c'est-à-dire très, très collés à l'évolution des prix en bourse, et une déréglementation à tout va des marchés. Et puis, plus largement, dans l'Eurogroupe, donc dans l'Union européenne, c'est 11 États membres, dont l'Allemagne et la Suède, sont opposés à toute réforme du marché de l'électricité, malgré la crise. Et il faut aussi du marché du carbone, sur lequel on n'est pas revenu, mais sur lequel il y aura aussi beaucoup de choses à dire. Donc ils considèrent qu'il y a une crise passagère, qu'il suffit de jouer sur les taxes et que tout ira bien. Bon, c'est pas le cas de tout le monde. La France, l'Espagne, la Grèce, par exemple, ou la République tchèque, eux estiment que le marché a atteint ses limites et qu'il faut le revoir, mais pour autant sans le refonder complètement. Certains ont dit que c'était la faute du manque de vent, ce qui évidemment est faux parce que si ça peut expliquer les variations du prix spot, mais de manière assez marginale, de toute façon ça n'explique pas l'envolée des prix à terme. Ils disent globalement que ça ira mieux quand on aura un parc renouvelable moins dépendant du gaz. Voilà, et Thierry Breton, encore une fois, qui disait ce qui est important, c'est le pacte vert, on va accroître la part des énergies, et comme ça, on sera indépendant du prix du gaz. Or, on est déjà très indépendant du prix du gaz, comme on l'a vu, et pourtant, il suffit d'une toute petite part d'énergie, alors gaz, que ce soit gaz naturel ou peut-être à l'avenir des gaz de synthèse, pour que ce soit eux qui forment les prix et que donc ça soit très volatile. D'autres, au contraire, disent que les renouvelables ne permettent plus au marché de donner les bons signaux de prix, que ça fonctionnait avant mais que ça ne fonctionne plus. Bon, évidemment, ça n'a jamais fonctionné. Il y a toujours eu des prix fixes très majoritaires. Donc, c'est vrai que ça ne s'arrangera pas avec les renouvelables, mais ça ne fonctionnait déjà pas avant. Et d'autres, enfin, ou c'est souvent les mêmes, disent c'est le prix à payer pour être interconnecté au réseau européen. Voilà, et ce réseau européen nous garantira une bonne disponibilité de l'énergie en mutualisant les moyens de production sur tout le réseau. Or, le réseau européen est interconnecté depuis bien avant la mise en place des marchés, et il serait absolument possible de le faire fonctionner même mieux qu'il fonctionne aujourd'hui, avec un acteur centralisé qui organiserait les programmes d'appel au niveau européen. Voilà.
Alors il y a une autre attitude vis-à-vis de cet échec patent du marché, c'est de reconnaître qu'il y a des gros défauts, mais de chercher un compromis qui est en fait impossible, c'est-à-dire conserver un marché en le réformant pour essayer de coller à ce secteur électrique. Alors, Bruno Le Maire est dans cette hésitation avec le 24 septembre dernier une déclaration comme quoi le marché unique européen de l'électricité ne marche pas bien, il est aberrant. D'ailleurs, il détaillait le fait que c'était aberrant que les consommateurs voient leur prix calé sur les énergies fossiles alors que ça n'entrait que pour une part très faible dans les coûts de production. Et pourtant, quelques semaines plus tard, devant l'Eurogroupe, il dit le marché de gros fonctionne bien. Donc celui-là même qui est calé sur les prix des énergies fossiles. Mais il faudrait découpler les prix des énergies fossiles des prix de l'électricité et pour ça, en fait, découpler les prix de détail des prix de gros. On aurait des prix de gros qui ne se reflèteraient plus dans les prix faits aux consommateurs, ce qui est complètement contraire à la logique libérale qui veut au contraire aller vers une, des prix de détail qui reflètent parfaitement les prix de gros avec la tarification dynamique. Et cette position est issue d'une tendance un peu lourde, on va dire, dans le monde de l'économie de l'énergie, qui est le développement de la théorie des marchés hybrides, qui est reprise notamment par les pères fondateurs de l'ouverture à la concurrence du secteur électrique, notamment Paul Josko du MIT. Alors, c'est quoi des marchés hybrides? C'est reconnaître, en fait, plus ou moins explicitement l'échec des marchés, mais refuser d'en sortir complètement, ou alors être pris dans un système où il semble impossible d'en sortir ou de s'afficher pour une sortie du marché. Alors, hybride, en fait, une hybridation entre planification et marché. Le principe, c'est que tout le monde reconnaît maintenant, ça fait consensus, que le marché ne fonctionne pas pour rémunérer les investissements. Donc, il ne fonctionne pas sur le long terme, il faut des garanties, notamment des prix fixes, mais il fonctionnerait bien pour le court terme. Alors, quand on regarde de plus près, il paraît pourtant évident qu'il ne fonctionne pas pour donner un signal de prix acceptable pour les consommateurs. Donc, on aurait un prix de marché qui ne servirait ni à rémunérer les producteurs, ni à tarifer les clients. Cette idée est aussi reprise par le président d'EDF, Jean-Bernard Lévy, notamment dans un post du 20 septembre dernier sur LinkedIn. Il décrivait un marché dont le rôle se limiterait à gérer le fonctionnement à court terme du parc de production, c'est-à-dire à déterminer les programmes d'appel par merit order, donc définir quelle centrale produit en quelle quantité. Et le prix de marché ne serait jamais utilisé, ni pour rémunérer le producteur, ni pour facturer les clients. Alors, il semble simplement oublier que cette détermination du parc de production par merit order existe depuis bien avant les marchés également. C'est ce que faisait EDF à la maille française. Voilà, donc j'ai dit Bruno Le Maire propose un marché de détail qui lui serait réglementé, découplé du marché de gros, qui serait en fait le seul marché qui suit la bourse. Et aussi oublier qu'il y a eu des expériences comme ça, notamment aux États-Unis, et que ça a conduit à certains problèmes, notamment de faillite des fournisseurs qui devaient livrer les clients à un prix garanti alors qu'ils devaient acheter leur énergie sur un marché dont les prix flambaient. Voilà, donc ce qui se résume, on a un problème qui devient vraiment de plus en plus aberrant, c'est-à-dire qu'on aurait un marché, mais dont le prix serait absolument inutilisable et dont le rôle serait réduit au fonctionnement à court terme du parc de production. Donc, ce serait un programme d'optimisation du parc, tel qu'il existait avant. Alors, peut-on se satisfaire de ce marché qui n'en est plus un? C'est-à-dire, peut-on dire, bon, bah, finalement, on va sortir du marché, mais sans le dire, avec un marché qui serait donc un optimiseur. Alors, faut quand même préciser que le marché ferait moins bien qu'un optimiseur centralisé, et ça, c'est démontrable d'un point de vue mathématique, parce que quand il y a plusieurs acteurs, ça dégrade les performances. Mais bon, ça serait un moindre mal, disons. Le problème, en fait, c'est que nous, on est convaincus qu'on ne s'en sortira pas comme ça parce que si on reste dans le cadre du marché, on reste dans le cadre des règles de concurrence. Donc, on doit appliquer les règles de concurrence telles que définies par l'Union européenne, sous peine de sanctions. Et par exemple, ça veut dire qu'il faudra continuer à faire une place aux fournisseurs et donc inventer des mécanismes invraisemblables pour les faire vivre coûte que coûte. Il faut aussi renoncer à une grille tarifaire stable et égale pour tous, qui est pourtant ce que demandent et ce que réclament tous les consommateurs, tous les usagers.
parce qu'on ne peut pas à la fois avoir une grille tarifaire et des prix de marché, et des fournisseurs qui ne produiraient pas, ne feraient rien, mais qui en plus seraient obligés de vendre tout le monde au même prix, là ça devient quand même vraiment complètement surréaliste. Et puis l'autre partie, c'est sur la partie production. Est-ce qu'il faudrait continuer à accepter l'investissement privé pour développer les centrales de production et pour les exploiter surtout? On a vu que c'était très coûteux puisque ça induit un coût de rémunération du capital qui est supérieur à de l'investissement public et ça se ressent énormément dans le coût final de production. Donc, on ne peut pas faire l'économie de s'opposer au texte européen actuel qui impose ces règles de marché. C'est pas parce qu'on s'oppose au texte européen qu'on sort de l'Europe ou qu'on impose à tous les autres pays de sortir du marché. Ça n'impose pas absolument pas non plus de se déconnecter du réseau européen. Encore une fois, on était connecté au réseau européen avant la mise en place des marchés, donc ni demander à tous les États de sortir du marché, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir un marché européen qui reste le coordinateur entre États, et puis en France, un acteur public français qui serait EDF, ou enfin, on l'appelle comme on veut, qui serait un acteur public sans concurrence à l'intérieur de la France. Encore une fois, ce n'est pas la meilleure solution. Un coordinateur public européen donnerait de meilleurs résultats, mais disons que ça serait au moins une solution intermédiaire. Et ça n'impose pas non plus une nationalisation entière de l'amont, c'est-à-dire de la construction des centrales. C'est-à-dire que certains pensent qu'il peut y avoir de l'innovation à mettre en concurrence les acteurs pour la construction des centrales, mais une fois qu'elle est construite, l'exploitation, il n'y a plus aucune marge de manœuvre finalement, c'est déterminé par le merit order. Et faire en sorte que les constructeurs soient aussi les exploitants, ça veut dire en fait qu'on s'en sert de financeurs, c'est-à-dire qu'on les rembourse de leurs investissements sur toute la durée de vie des installations, et là à nouveau ça génère ces énormes frais financiers. Donc l'exploitation des centrales doit être sortie du marché, il pourrait très bien y avoir des appels d'offres pour leur construction, mais après l'exploitation serait remise à un acteur public. Bon, et puis ça n'empêche pas qu'il faudrait aussi se poser la question d'une filière publique dans les nouvelles énergies, parce qu'actuellement la situation n'est absolument pas satisfaisante, avec une dépendance massive aux imports pour le solaire, pardon, un peu moins pour l'éolien, et puis un échec de la politique d'isolation des bâtiments confié à un secteur qui n'est pas organisé de manière optimale, c'est le moins qu'on puisse dire, avec des problèmes notamment de formation, de qualification, etc. Donc le résultat qu'on voit de ces positions qui oscillent entre le déni et puis la recherche d'un compromis impossible, c'est une improvisation permanente et puis la multiplication de mécanismes complètement absurdes qui s'apparentent au concours à l'épine des rustines. Alors, sur juste la crise actuelle, on pourra revenir sur toutes les rustines qu'il y a eu précédemment, mais la crise actuelle a conduit la Commission européenne à proposer une boîte à outils, et quand on regarde la boîte à outils, et même les représentants des consommateurs le disent, finalement il n'y a rien dedans, quoi. Ça consiste à demander aux États de se débrouiller avec ce qu'ils ont et avec la baisse des taxes pour pallier les envolées de prix. D'ailleurs, les États n'avaient pas besoin de la Commission européenne pour ça. Mais sauf que, évidemment, ces mesures n'ont pas suffi. Le gouvernement, quand il est arrivé devant l'Eurogroupe, donc Bruno Le Maire, a fait 3 propositions pour, disait-il, tempérer la logique de marché pour le consommateur final, donc avec cette optique de garder le marché de gros, mais d'avoir un prix de détail qui soit beaucoup plus réglementé. Donc il proposait un mécanisme de stabilisateur automatique de prix, c'est-à-dire que quand les prix montaient, il prévoyait de récupérer l'augmentation des recettes générées par le producteur pour rembourser le fournisseur du trop perçu, qui lui-même le reverserait au ménage, enfin, extrêmement compliqué, sans rien prévoir d'ailleurs au passage dans le cas où les prix étaient plus bas que les prix de marché étaient plus bas que les coûts de production. Après, il proposait également des contrats long terme pour les entreprises, mais uniquement sur la production renouvelable, alors que les entreprises demandent un contrat long terme, un prix fixe sur l'ensemble de la production, et puis des mécanismes absolument pas détaillés pour garantir la stabilité des fournisseurs, puisqu'il y a eu des fournisseurs qui ont fait faillite en cascade, notamment en Angleterre, mais on ne voit pas non plus très bien comment c'est possible de garantir la solidité des fournisseurs quand on est en concurrence. De toute façon, ces propositions sont complètement insuffisantes, pour certaines inapplicables, parce que ça ne permet pas d'atteindre
l'objectif final qui est des prix stables et reflétant les coûts de production. Et parce que ça oppose en fait deux logiques qui sont incompatibles, irréconciliables, des prix garantis demandés par les consommateurs et le maintien d'un marché exigé par l'Europe. Et finalement, ça, le dernier mécanisme en cours pour essayer de pallier, de faire face à l'incendie, et d'une complexité encore complètement incroyable, c'est-à-dire que l'État a demandé à EDF pour maintenir la hausse de 4%, des factures d'électricité à 4% en 2022, sachant que pour 2023, ça sera peut-être encore le cas, mais ça sera un rattrapage les années d'après. Donc il a demandé à EDF d'augmenter la quantité vendue à ses fournisseurs concurrents à l'Arenh au prix pour 20 TWh supplémentaires. Alors pour un prix qui est un petit peu réévalué à 46 euros, 46,2 euros du mégawattheure. Alors pourquoi il a fait ça, ça a un impact direct sur les tarifs réglementés de vente, puisqu'on a vu que l'Arenh intervient dans le calcul des tarifs réglementés de vente, et ce qui a fait beaucoup s'envoler les tarifs réglementés de vente, c'est la partie écrétée de l'Arenh qui, elle, était indexée sur les prix de marché de décembre, qui s'envolaient à 257 euros du mégawattheure. Voilà, donc si le plafond de l'Arenh est augmenté, la part de l'Arenh dans les TRV augmente, la part écrétée diminue, et donc ça va faire baisser mécaniquement le tarif réglementé de vente. Mais alors au début, l'État demandait à EDF de racheter sur les marchés pour ensuite revendre à 46 euros à ses concurrents, sachant que toute la production nucléaire d'EDF pour 2022 a déjà été vendue sur les marchés à terme. Elle n'est pas encore produite, mais elle a déjà été vendue. C'est une politique de couverture d'EDF, et donc ça consistait simplement à demander à EDF de racheter sur les marchés à prix d'or une électricité qu'elle allait produire pour la revendre à prix coûtant à ses concurrents. Alors finalement, c'est plus au prix de marché maintenant, c'est au prix moyen de l'écrêtement de décembre, c'est-à-dire 257 euros du mégawattheure. Donc les fournisseurs devaient vendre à 257 euros du mégawattheure à EDF les 20 TWh, qui devaient leur revendre à 46 euros du mégawattheure. Encore une complexité inutile, il suffit de dire qu'il s'agit de demander à EDF de subventionner les fournisseurs concurrents au prix de 257 euros moins 46 euros. Et pourtant, on a vu que parmi ces fournisseurs concurrents, certains, Total Energy par exemple, ou Engie, c'est-à-dire les deux principaux, se portent très bien. Et puis, bon, il y avait aussi, donc, il y a cet impact sur les tarifs réglementés de vente, et puis il y a aussi les clients en offre de marché, et on espère que en faisant baisser les coûts d'achat des fournisseurs, ils vont répercuter ça sur la facture de leurs clients. La commission de régulation de l'énergie a d'abord dit que ça serait contrôlé. En fait, il s'avère que ça va être quand même très difficile à contrôler. Donc, on espère simplement que ça aura bien un impact sur les factures des clients. Et donc, je rappelle que ces aides ne sont qu'une avance, c'est-à-dire qu'elles devraient être rattrapées après 2023. Et puis, ensuite, rien n'est prévu. Alors, encore une fois, ça c'est ce sont les dernières rustines en date. L'épisode précédent, mais qui est en train de revenir par la fenêtre, c'est Hercule, donc le projet de réorganisation complète d'EDF pour le découper à nouveau en morceaux, vendre les parties rentables, enfin, ouvrir plus largement aux capitaux privés les parties rentables, et puis nationaliser les parties moins rentables et moins appelées à se développer, que sont le nucléaire, la production nucléaire et la production thermique. Alors nous avons des propositions qui permettraient de sortir de cette impasse et d'arrêter de perdre un temps précieux pour la transition énergétique. Nous proposons un service public de l'énergie sous contrôle citoyen. Cette proposition a donné lieu à une tribune collective qui est parue dans Le Monde le 31 mai dernier, qui a été signée par un certain nombre de personnalités politiques de l'économie et du monde associatif, et des représentants de différentes branches. Qui est encore accessible avec de nombreux signataires, vous le verrez, dont Éric Piolle, Jean-Luc Mélenchon, Sandrine Rousseau pour la partie politique, Benoît Hamon également, Arnaud Montebourg, etc., Thomas Piketty sur la partie économique et d'autres. Et puis sur l'associatif, ATTAC, Copernic, mais aussi la CLCV, donc l'association de consommateurs. Donc ce qui est proposé, c'est une sortie du marché, donc de la concurrence,
et des intérêts lucratifs. En France, mais aussi à l'international, nous considérons qu'il est inacceptable qu'EDF, entreprise publique, prenne part à la privatisation des secteurs publics qui devraient être publics, que sont l'énergie. Il faut de la coopération, il faut absolument développer la coopération, c'est essentiel pour atteindre les objectifs mondiaux de décarbonation, mais sur des bases qui ne sont pas lucratives. Il faut revenir à des investissements et une planification publique. Il faut absolument améliorer le contrôle citoyen qui était une des lacunes de l'ancien monopole, mais qui ne s'est pas du tout amélioré avec l'ouverture des marchés. Et cela passe par une décision démocratique sur les grands choix, et en particulier un référendum sur le scénario énergétique de long terme qu'on choisit. Là, on a les bases pour faire ce choix, qui peut être préparé par une convention citoyenne, mais on a des scénarios qui sont sur la table, notamment les scénarios de RTE et d'autres, Négawatt, ADEME, etc. Donc maintenant, c'est un choix politique, ce ne sont plus des questions techniques. Il faut absolument que la population, les citoyens se saisissent de cette question et soient écoutés. Il faut également des organes de contrôle, des contre-pouvoirs, et notamment les contre-pouvoirs des salariés par un respect du droit d'alerte et du droit syndical, des organes de contrôle qui pourraient contrôler sur la base d'un contrat de service public que les objectifs de service public sont bien respectés, objectifs de service public qui doivent être débattus avant. Ce service public doit être étendu à l'ensemble des énergies, puisqu'il va y avoir de plus en plus une complémentarité et une évolution des parts relatives des différentes énergies, avec la sortie des énergies fossiles. Et puis, un service public est évidemment étendu à la maîtrise de la consommation, qui a été longtemps le grand absent de la politique énergétique. Et on sait que les atteintes des objectifs de neutralité carbone passent par une baisse très importante de la consommation, de l'ordre d'une division par 2 d'ici 2050, d'après la stratégie nationale bas carbone. Il faut aussi revenir à une tarification qui ne soit pas le résultat soi-disant de l'offre et de la demande, mais qui soit une tarification avec des objectifs sociaux, d'accès à tous à ce bien de première nécessité, et écologique. Et on propose par exemple la gratuité des usages de base, et une tarification plus importante sur les mésusages de l'électricité. Et puis réorienter la politique européenne en matière d'énergie dans l'intérêt des citoyens, c'est-à-dire arrêter de mettre comme alpha et oméga la concurrence dans un secteur qui manifestement s'y prête pas, et aller plutôt vers une meilleure coopération, non seulement dans le fonctionnement du parc, mais aussi dans la détermination des investissements. Il y a véritablement urgence, je pense que maintenant tout le monde en est conscient. Les sommes à investir dans le système électrique, sans même parler du reste de l'énergie, sont colossales. C'est 20 à 25 milliards d'euros par an d'après les estimations de RTE pour le système électrique, alors qu'aujourd'hui c'est plutôt de l'ordre de 13 milliards. Et or, le système électrique, c'est vraiment la clé de voûte de la décarbonation, puisque quand il faut se passer de tout le gaz, le charbon et le pétrole, il va rester l'électricité à base de renouvelables, la biomasse, et puis un peu de chaleur de l'environnement. Merci d'avoir été jusque-là, et on vous donne plusieurs liens pour creuser un peu tout ça, des tribunes qui sont parues dans Le Monde récemment, des articles courts, et puis un article beaucoup plus détaillé sur le site The Other Economy de Alain Grandjean et Marion Cohen, qui explique en détail le fonctionnement des marchés et leur inadaptation au système électrique. Également des émissions, notamment les dernières sur France Culture, Entendez-vous l'écho. Également une émission sur Arte du 30 septembre dernier. Il y a d'autres rapports un peu plus anciens, d'autres documents que vous trouverez sur notre site, au lien qui est mis là. Et bien sûr, nous sommes preneurs de vos retours, de vos critiques, de vos compléments, de vos suggestions. Il faut absolument débattre de cette organisation du système électrique et du système énergétique de manière générale, qui pour l'instant est l'angle mort des débats. La question de vers quel type d'énergie on veut aller est essentielle, mais la question de comment on y va et avec quelle organisation, elle est tout autant. Merci.